Bonjour, je m'appelle Claudia. J'ai été journaliste et je suis à présent hypnopraticienne. Et sur cette chaîne, je mets en lumière le parcours fascinant et inspirant de ceux qui ont dépassé beaucoup d'obstacles en nous montrant que la nature de l'être humain est majestueuse. Il suffit d'écouter Emmanuel Soulard, mon invité d'aujourd'hui, pour s'en rendre compte du haut niveau de son intelligence, de sa sagesse profonde et de sa richesse intérieure. Pourtant, la vie l'a beaucoup testé, comme si elle devrait faire la preuve d'une grande détermination et d'un courage hors norme, afin de pouvoir arriver au sommet. Comme si c'était nécessaire de ressortir cette force intérieure afin d'être apte à remonter les versants les plus abrupts. Pour accomplir la mission de l'âme, il faut souvent puiser dans nos ressources cachées, car ces ressources qui nous aident à dépasser les obstacles sont celles qui nous aident à accomplir cette mission qui est profondément la nôtre. On peut choisir de rester dans ce sentiment oppressant d'impuissance et de subir la vie, ou alors explorer notre potentiel par un travail assidu sur soi-même et l'utiliser pour apporter du bon, pour apporter de la valeur à ce monde. Emmanuel a été amené à étudier énormément, à travailler beaucoup, à faire des sacrifices impensables, mais il y est arrivé. Son parcours est merveilleux. Regardez. Alors, vous la connaissez peut-être, je vais quand même le dire. Emmanuel est auteure, conférencière, formatrice et coach. C'est ça. Bien. Et tu es experte aussi dans la légende personnelle et les histoires hypnotiques. C'est ça. Alors j'appelle ça un peu personnel, enfin c'est un peu un terme que j'ai inventé, c'est la neurobiologie de la narration en fait, l'impact des histoires sur le cerveau. Et effectivement, j'en ai fait mon métier, alors je ne pensais pas y arriver. Ça m'a permis d'écrire plusieurs romans et surtout ça m'a permis de développer des méthodes marketing très très efficaces et très respectueuses en fait des gens. Et ça me permet maintenant d'accompagner énormément de personnes à des approches de développement personnel par l'écriture de romans et par la création d'entreprises. Voilà. Bon, c'est très intéressant ça, le développement personnel par l'écriture de son histoire. On va parler de ça. Très bien. Mais on va commencer par ton parcours parce que c'est ce qui compte énormément. Ça n'a pas été facile pour toi. Je crois que c'est facile pour personne en fait, si tu regardes bien. Des fois, c'est plus facile. Ça Des peut fois, être. ouais, des fois c'est plus facile. En l'occurrence, effectivement, ça a été un peu chaotique. À la base, moi, je me destinais à être chercheur. J'ai une thèse en thérapie génique et imagerie médicale fonctionnelle. J'utilisais le virus du HIV que l'on activait par IRM de température pour détruire des cellules cancéreuses. Donc, on était vraiment sur quelque chose de très spécifique qui marchait très bien à l'époque. D'ailleurs, on avait des premiers résultats qui étaient fantastiques et j'aurais aimé travailler toute ma vie là-dedans. Mais je n'ai pas pu pour des questions à la fois de financement et puis à la fois personnelles aussi. Je travaillais à l'Institute of Cancer Research à Londres et celui qui allait devenir mon futur mari n'avait pas pu me suivre, donc la relation était un peu compliquée. Et puis il se trouvait qu'à terme, je voulais travailler en France, moi. Donc pour travailler en France, il fallait revenir en France. Donc voyant que les perspectives étaient vraiment, vraiment compliquées, je me suis dit autant ne pas reculer pour mieux sauter. Je me suis lancée plutôt dans l'entreprise en fait. J'ai fait un Master 2 en gestion des entreprises, option intelligence économique. Et j'ai pensé qu'à ce moment-là, les portes me seraient ouvertes pour avoir le job de rêve dans la région dans laquelle je voulais travailler, auprès de mon conjoint pour fonder ma famille. Voilà. En tant que chercheur.
Alors, en tant que chercheur, j'aurais aimé, mais les places sont très chères. À l'époque, c'était il y a quelques années quand même, il y avait plus de 3000 personnes, 3000 chercheurs qui étaient formés tous les ans, 3000 personnes qui passaient une thèse de doctorat comme moi. Et en général, le gouvernement ouvrait entre 100 et 150 postes sur toute la France. Donc ça veut dire qu'il y avait plus de 2900 personnes qui tous les ans se retrouvaient sur le carreau à devoir chercher du boulot. Donc pour la plupart, on partait à l'étranger, aux États-Unis, en Suisse, en Angleterre, etc. Mais ça amène que quand même tôt ou tard, il faut rentrer pour trouver une place en fait. Et les places, il n'y en a pas pour tout le monde. Donc dans ces cas-là, se reconvertir est une bonne option. Voilà. Ok. Est-ce que tu regrettes de ne pas avoir fait ça? Je l'ai regretté longtemps. J'ai tiré un trait sur 10 ans de sa vie alors que le rythme de travail était très intense. Quand on est en thèse, on bosse presque 24 heures sur 24 en fait. On incarne complètement son sujet. Quand on arrive en thèse, on nous donne un post-it avec 3 lignes de texte et on nous dit, voilà, tu as 3 ans pour devenir le meilleur expert mondial de ce domaine-là. Donc, ça veut dire beaucoup de travail, ça veut dire une implication totale, ça veut dire bosser matin, midi, soir, la nuit aussi, les week-ends compris. Voilà. J'étais très peu payée, je touchais 792 euros par mois pendant 4 ans. Donc, il y avait vraiment une motivation énorme à s'en sortir. Et oui, effectivement, quand on est à ce niveau d'expertise, se dire qu'on a fait un petit peu tout ça pour rien, il y a un moment où le recul est difficile. C'est un boulot qui est passionnant. En plus, c'est très intéressant de travailler dans la recherche parce que voilà, on découvre des choses, on peut mettre en place des idées, on peut mettre en place des collaborations. On est très proactif dans la gestion de notre projet de recherche. Donc ça, c'est une liberté qui pour moi me convenait complètement. Mais effectivement, il y avait tout un pan de la recherche, en particulier vis-à-vis du rapport aux animaux, qui moi me posait problème. Le chercheur est obligé de détruire pour comprendre. On est obligé de prendre le système, de couper en petits morceaux. Et quand on travaille sur le vivant, ça veut dire qu'il faut qu'on détruise des vies. À l'époque, j'étais jeune, ça me posait moins de problèmes. Depuis, j'ai fait beaucoup de développement personnel, j'ai beaucoup travaillé à la spiritualité. Et je pense que c'est un travail que je ne pourrais plus faire maintenant, clairement. Donc finalement, ça me posait problème à l'époque d'avoir poussé autant les études, d'avoir poussé autant les compétences. Maintenant, je sais que j'en ai tiré beaucoup d'enseignements. Ça m'a transformé aussi d'un point de vue personnel, d'un point de vue gestion des choses dans lesquelles je m'applique. J'ai compris qu'il faut être le meilleur expert de son domaine si on veut réussir. Et même quand on est le meilleur expert de son domaine, il faut travailler énormément si on veut réussir. Si on couple les deux, effectivement, on a des chances de réussir. Et donc finalement, ça a été un gain. Et ça m'a aussi appris que je ne pouvais pas, moi, d'un point de vue personnel et à titre de personnalité, me fondre dans le moule de l'université, qui est une structure qui est quand même très rigide. Il se donne à l'extérieur des images de on prend les plus performants, et puis quand on est dans le système, on se rend compte que c'est partout pareil, et que c'est finalement des copinages qui priment, c'est les gens qui sont le plus politiques, qui sont le mieux placés, qui sont pris, etc. Et finalement, on se est confronté un petit peu à toute la bassesse humaine. Après, je dis ça pour l'université, mais c'est partout pareil. Hein. Donc, il n'y a pas un domaine dans lequel on n'ait pas ce mode de fonctionnement. Mais il y a des endroits dans lesquels ils se targuent d'être, entre guillemets, avec des valeurs d'élitisme et des valeurs de justice qui finalement ne sont pas incarnées sur le terrain. Voilà. Quand est-ce que tu as décidé de faire la recherche? Alors, j'ai décidé ça un petit peu par hasard. J'avoue que je m'étais posé la question, je m'en souviens très bien d'une conversation avec une amie au lycée, à table, où on se posait la question, tu fais quoi l'année prochaine? Elle m'a dit, bah, moi je vais en fac de bio. Ah oui, et c'est quoi la fac de bio? Bah, c'est une fac où on fait que de la bio. Je lui ai dit, ah, bah, ça tombe bien, j'adore la bio, c'est vraiment ma matière préférée, mais je vais aller là-bas. Donc c'était vraiment par hasard. Il faut savoir que l'université, particulièrement en France, est extrêmement sélective. Il y a à peine un quart des étudiants qui arrivent à passer dans l'année supérieure. Donc il faut quand même bosser. Enfin, je veux dire, on a l'image de l'étudiant universitaire qui finalement ne fait rien. Ceux qui ne font rien sont écartés du système, ils passent pas en deuxième année, ils se ramassent aux examens, etc. Donc il faut bosser. Et j'ai bossé parce que voilà, c'est ma nature et c'est mon éducation. Et donc, chaque année, en fait, il y a quand même 75% des étudiants qui sont éliminés. Donc, quand on arrive à Bac+5, on fait partie du top 1 à 5% maximum des gens qui étaient là il y a 5 ans, en fait. Et arrivé à Bac+5, donc le DEA ou le DESS, on dit, bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait une thèse? Est-ce qu'on ne fait pas une thèse? Etc. C'était compliqué, il fallait décrocher. Là, ça devenait un concours, donc il fallait plus être élitiste, il fallait vraiment s'enclencher à fond. Moi, personnellement, j'ai toujours eu un problème avec la compétition. Je déteste me mesurer par rapport aux autres.
Je suis très adepte des arts martiaux, en particulier du jiu-jitsu, dans lequel où finalement le seul adversaire à battre, c'est soi-même. Triompher sur sa propre peur, triompher sur sa propre procrastination, triompher sur sa paresse ou sur sa flemme, ouais, ça je suis d'accord. Triompher sur une autre personne qui a donné le maximum de soi, qui a nourri des rêves, des espoirs, et lui passer devant avec un sourire, c'est quelque chose qui, moi, fondamentalement, m'est très difficile à vivre. Donc c'est bien pour l'estime de soi d'être fort, d'être entre guillemets plus fort que les autres. Mais finalement, la seule personne qu'il convient de battre, ce sont nos propres parts d'ombre, en fait, et non l'autre personne. Donc par rapport à ça, moi j'avais toujours eu cette problématique de me retrouver en compétition avec d'autres personnes pour décrocher des financements pour financer sa thèse. Donc par rapport à ça, je pense que je me suis spontanément torpillée lorsque le concours est arrivé, parce que je ne voulais pas gagner sur les autres en fait. Donc du coup, j'ai galéré derrière comme une dingue pour trouver mon sujet de thèse. Je l'ai quand même trouvé, j'ai quand même trouvé un financement, mais ça a été beaucoup plus compliqué. Je suis passée par des financements autres que les financements qui sont proposés par l'État. Et il y en a, hein, donc voilà, surtout sur des sujets aussi appliqués et aussi chauds, on va dire, en termes thérapeutiques. Voilà. Aussi le fait que j'étais complètement passionnée par la thérapie génique. Ça, c'est un sujet que j'ai toujours adoré. Le sujet des cellules souches, le sujet des gènes, du génome, comment ça fonctionne, etc. Ça, c'était vraiment quelque chose qui me passionnait complètement. Oui, ça ne me posait pas de problème de passer ma vie à bosser là-dedans. Ça, au contraire, c'est des domaines qui sont fascinants. Et on apprend plein de choses par rapport au génome. À l'époque, c'était il y a quand même quelques années, on pensait que le génome conditionnait tout, qu'on était le produit de nos gènes. On s'est rendu compte que, et d'ailleurs c'est une belle leçon très philosophique, les gènes sont quelque chose, mais finalement il y a énormément d'autres facteurs qui nous influencent pour être la personnalité et la personne qu'on est. Il se trouve que, voilà, j'ai l'exemple de jumeaux dans ma famille. Ils ont un génome absolument identique. Par contre, en termes de personnalité, de personnes, ce sont des gens qui sont complètement différents. Pourtant, ils ont été éduqués par les mêmes parents, dans les mêmes conditions, tout ce que vous voulez. Mais il y a des facteurs autres. Et c'est intéressant de se dire qu'on n'est pas prédestiné par nos gènes, d'une certaine façon. Et que finalement, les choses qui nous arrivent dans la vie, les facteurs extérieurs, l'environnement, comment on réagit par rapport à ça, peut nous donner un destin et une personnalité complètement différente. Et je trouve que c'est très intéressant de le savoir. Que rien n'est figé, que finalement on est toujours acteur de notre propre destin en permanence. C'est un domaine qui te plaisait, qui te rapprochait le plus de ta passion. Mais le système ne correspondait pas à ta structure intérieure. Il y avait un peu de ça, effectivement. Il y a le système, il y a... Oui, et puis il y a aussi, je pense qu'à l'époque, je manquais aussi un petit peu de maturité. J'étais un peu explosive, j'étais un peu tout feu, tout flamme. Je pense que j'ai pris pas mal de recul. Enthousiaste, c'est vrai? Oui, beaucoup d'enthousiasme. Ah, j'allais à fond dans tout ce que je faisais, ouais, c'est clair. Donc, Tu l'as perdu en chemin? non, j'ai pas perdu cet enthousiasme. Par contre, j'ai changé de tonalité d'énergie, on va dire. Voilà, j'étais quelqu'un qui se mettait énormément en colère, qui rentrait beaucoup dans les gens. Je rentre encore un peu dans les gens, mais on va dire, je le fais dans des contextes très précis. Mais la colère, elle a une base aussi. Elle Ah part de oui, quelque complètement. Oui, Oui, tout à j'avais fait. énormément de frustrations quand j'étais jeune, des frustrations sur lesquelles j'ai travaillé par rapport à ma Pourquoi? famille, etc. D'où est-ce que ça vient? Est-ce que tu as eu une enfance heureuse? Oh oui, complètement. Très C'est idyllique. vrai? J'ai des parents très aimants qui ont toujours travaillé ensemble, qui n'ont jamais divorcé, qui ont toujours été ensemble, qui ont vécu ensemble 24 heures sur 24 à partir du moment où ils se sont rencontrés. Donc j'ai à l'image d'un couple très uni. J'ai des sœurs avec qui ça s'est toujours très bien passé, on était proches, etc. Mais c'est vrai qu'on a une énergie un peu explosive dans la famille. Donc il y a un moment où des fois il y avait des coups de gueule, des fois, etc. Mais on arrive toujours de toute façon à se retrouver et puis à se prouver qu'on s'aime les uns des autres. Donc voilà. Et mes parents travaillaient tous les deux, on n'a jamais manqué de rien. Au contraire, on a même été choyés. Ils nous ont toujours soutenus dans toutes nos décisions. Ils nous ont toujours laissé libre arbitre de ce qu'on voulait faire, mais voilà. Et en même temps, c'était pas une éducation permissive, hein, donc on avait quand même un cadre très précis parce il faut être poli, il faut être éduqué pour interagir dans la vie. Donc non, j'ai eu une enfance très très heureuse. Voilà. Est-ce que tu as été encouragée? Quelles étaient les phrases que tu entendais le plus?
Waouh, ça c'est une bonne question. Quelles étaient les phrases que j'entendais le plus? Je crois qu'il y avait des phrases qui étaient travaille dur et tu y réussiras. Et ça, c'est vrai. Dans ma famille, on a cette culture du travail, cette culture de l'implication dans ce qu'on fait. Souvent, j'avais des phrases comme il faut faire ce qu'on aime. Et ça aussi, je l'ai compris. Après, parfois, quand on est jeune, surtout, on a la difficulté de savoir qu'est-ce que j'aime finalement. C'est quoi ce qui me porte. J'ai mis quelques années en fait à trouver cet enthousiasme-là et à me Oui. connecter à cette vibration-là. Ouais. Qu'est-ce que tu aimais faire quand tu étais enfant? Monter à cheval. Ah, Non. j'ai un passé d'équitation gigantesque. J'étais complètement passionnée d'équitation. J'ai eu mon premier cheval. J'avais ma première ponette. J'avais 14 ans. Je faisais des concours avec, j'ai fait le championnat d'Aquitaine, j'ai fait le championnat de France. Après, j'ai fait faire des poulains, donc j'ai dressé des poulains, et j'ai appris énormément. Et j'ai abandonné un petit peu la compétition qui me rendait malade physiquement, c'était compliqué pour moi. Et je me suis beaucoup intéressée à l'éthologie, l'étude du comportement du cheval, pour s'approcher de l'autre en fait, pour s'approcher dans un terme pas simplement physique, mais vraiment émotionnel, au point de vue vibratoire, au point de vue énergétique. Et j'ai gardé de toute cette période-là. Alors, ma Paulette est morte de sa belle mort, on va dire, à 25 ans en 2005. Et il me reste son dernier enfant, en fait, son dernier fils, avec qui j'ai une relation complètement fusionnelle, extraordinaire. C'est un cheval que je peux sortir du pré sans licol. Je le monte sans selle, sans filet. Je fais des départs au galop, on s'arrête, on part, on va à droite, à gauche. Enfin, c'est juste prodigieux la relation que j'ai avec lui. On est dans une fusion totale. Il change d'allure au rythme de ma respiration. En fonction des respirations que j'ai, il sait si je veux partir au galop ou pas, ou s'arrêter, ou tourner, aller à droite ou aller à gauche. Enfin voilà, c'est un truc, je pense que je vivrai ça avec aucun autre personne dans le monde, ça c'est clair, et certainement pas avec un autre cheval. Et voilà, c'est mon cheval. Et je pense que j'aurai un seul cheval, enfin entre guillemets, j'en ai eu plusieurs, mais c'est vraiment mon cheval. Et maintenant, il est à la retraite, c'est un vieux papy et il est malade, donc voilà, je m'occupe de lui et je le monte plus du tout depuis des années et ça se passe très bien parce que voilà, on est dans une relation d'amour, de partage, de fusion totale qui est juste exceptionnelle. Cette communication que tu as avec ton cheval, ça passe avec les animaux aussi? Oui, oui, oui. Je suis très chat, je suis très chien. Quand j'étais à Londres, je m'ennuyais beaucoup, en fait. J'avoue que c'était un peu compliqué, j'avais pas beaucoup d'argent. Je thésaurisais pour les années suivantes qui allaient être compliquées, je le savais. Et j'avais toujours ce trajet que je faisais où je traversais un parc. Et dans ce parc, il y avait toujours une dizaine d'Anglais qui faisaient courir leurs chiens et qui les faisaient jouer, en fait. Et j'ai toujours adoré l'énergie de joie pure qui s'est toujours dégagée de voir ces chiens juste heureux de jouer, en fait. Et ça m'a beaucoup appris sur le bonheur, qui est finalement prendre le plaisir et la joie dans l'instant, en fait. Les animaux sont extrêmement formateurs pour ça. Ils vont être dans l'instant, dans le besoin Mhm. immédiat, ils ont envie de sortir, ils ont faim, ils ont soif, ils veulent un câlin, et puis ils vont le réclamer, ils vont le demander simplement. Nous, on a un peu tendance à nous structurer nos pensées pour se dire, ah ouais, il faut d'abord que je fasse ça, ou il faut que je me sacrifie là-dedans, etc. On a parfois un rapport au plaisir très très biaisé. Moi, je sais que dans ma famille, j'ai des gens qui ont été des grands-parents qui avaient été éduqués par les bonnes sœurs et qui avait, ma grand-mère en particulier, qui avait un rapport au plaisir complètement biaisé. Toutes les sources de plaisir étaient à bannir. Le sexe, la nourriture, même les relations, enfin voilà quoi. Elle était dans une vie de sacrifice et de négation du plaisir. Or, le plaisir est la base de tout, le plaisir est la base de la joie, et on construit avec notre joie. Finalement, on ne peut pas construire quelque chose de solide sans enthousiasme, on ne peut pas aller loin sans avoir une joie, une énergie de joie et de création qui nous porte. Un entrepreneur ne peut pas construire une entreprise qui va le dépasser s'il n'est pas dans la joie au quotidien de contribuer à ce qu'il est en train de faire. Et il ne pourra jamais fédérer autour de lui des équipes complètes qui sont dans cette envie de construire avec lui s'il n'est pas dans la joie, s'il est dans la contrainte, s'il est dans la négation en fait. Est-ce qu'elle t'a influencé, ta grand-mère? Un petit peu, oui, au départ. Cette notion de il faut, je dois, etc. Donc oui, il y a cette notion-là qui est très liée au travail. La notion de travail, la racine latine de travail, c'est labor, c'est la douleur, c'est la chose que l'on fait dans la souffrance.
déjà, avoir cette notion-là, quand on se lève tous les jours pour faire une activité qu'on va faire 8 heures par jour pendant 50 ans de sa vie, je trouve ça complètement aberrant. Et oui, on m'a enseigné, on m'a éduqué dans le sens où il faut travailler, il faut y aller, il ne faut pas s'écouter, il faut avancer. Alors oui, on ne peut pas tout le temps être dans la joie. Dans tous les travaux, il y a des parties qui sont désagréables pour les uns ou pour les autres, pour certaines raisons ou d'autres. Mais si on ne se connecte pas à notre joie intérieure, à notre joie fondamentale, mais on fait des burn-out, on fait des pathologies qui sont liées au travail, on fait voilà, des troubles musculo-squelettiques, on fait des cancers. On finit par se tuer soi-même au travail si on n'est pas dans la joie quotidienne. Donc oui, la joie, c'est fondamental. On est fait pour être heureux. Regardez les dauphins, regardez les chiens, regardez les chats, regardez les oiseaux. Un oiseau est simplement heureux de s'envoler et de vivre. Oui, la joie, elle est fondamentale. On a oublié ça, nous, malheureusement. Tu ne t'es pas écouté pendant quelque temps, Pendant les pendant une premières bonne années de ma période. vie, oui. Pendant les premières années de ma vie, oui. Enfin, je veux dire, j'étais dans la joie, dans la passion de la recherche, dans la passion de la découverte, effectivement. Mais non, je ne m'écoutais pas une seule seconde. Enfin, franchement, après, c'est sûr qu'à 25 ans, on n'a pas, ou à 20 ans, on n'a pas du tout la même énergie qu'à 40 ou 50. Hein. Moi, je me souviens de journées complètes de boulot, d'embaucher à 8 heures du matin. On finissait à 20 heures, des fois on se faisait livrer des pizzas au labo pour manger en vitesse. À 22 heures, on partait, on allait faire la fête, on dansait jusqu'à 5 heures du matin. Et à 5 heures du matin, on retournait dans les labos pour s'occuper des rats, pour commencer les manies, pour gagner un peu de temps, parce que voilà, le temps file, qu'il faut des résultats, qu'il en faut beaucoup pour faire les publications, etc. La phase d'écriture de la thèse, moi je me souviens avoir passé, je sais pas, je faisais des semaines de 90 heures. Je dormais 2 heures par nuit. Voilà. Non, tu t'écoutes pas dans ces cas-là. Non. Ça a Non, eu non. quelle répercussion sur toi? Tout ce travail acharné. La répercussion la plus compliquée a été quand j'ai dû faire un trait là-dessus. Voilà. Où finalement, je me suis rendu compte que tout ça n'a pas payé directement. Je n'ai pas eu le poste dont je rêvais. Je n'ai jamais pu devenir maître de conférence à l'université. J'aurais adoré. Mais maintenant, avec le recul, je suis d'une certaine sorte de maître de conférence. Je fais des conférences devant 1000, 2000 personnes très régulièrement, plusieurs fois par an. Il y a des maîtres de conférences à l'université qui font jamais ça. Et ils font finalement que rabâcher toujours les mêmes cours à des élèves qui sont blasés. C'est pas une vie qui est intéressante finalement. J'ai une vie qui est infiniment plus riche et plus joyeuse que si j'étais restée à l'université. Donc tant mieux. Donc à 25 ans, tu travaillais à l'université. Ouais, pour faire ma thèse en fait dans les laboratoires de recherche de l'école de médecine, de la fac de médecine. Ok, grâce à ton e-book, j'ai pris conscience d'une période assez difficile, très particulière de ta vie. C'est très intéressant. Est-ce que tu veux nous parler de ça? Comment est-ce que tu es arrivé à travailler à partir de l'université dans une boulangerie, dans un supermarché? Ouais, c'est ça. En fait, c'était très simple. Lorsque j'ai abandonné ma carrière de chercheur, je suis rentrée en France. À l'époque, je travaillais à l'Institute of Cancer Research de Londres. Donc, je suis rentrée en France et j'ai passé un Master 2 en gestion des entreprises. Option intelligence économique. Donc voilà, je pensais bêtement, moi, je suis bardée de diplômes, on va m'ouvrir les portes, tout va bien. Eh bien pas du tout en fait. Hein. J'ai commencé à envoyer des CV, puis des CV, puis des CV. Et à chaque fois, les gens ils me disaient, oui mais bon, vous avez un doctorat quand même, pourquoi vous n'allez pas travailler à l'université? Enfin je veux dire, non, on ne sait pas trop quoi en faire un docteur. Hein. C'est un peu trop haut pour nous, les salaires qu'on a. Je disais, oui mais vous savez, j'ai faim moi. Je suis prête à bosser, mais ça ne fonctionnait pas. Parce que j'étais un peu trop en demande et parce que finalement, moi, je ne connaissais pas le monde du travail. J'avais fait que travailler à l'université pendant 10 ans. Donc au final, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en fait, j'ai fait une année blanche où je me suis financé mon Master 2 toute seule. À l'époque, avant, j'avais juste travaillé à Londres, où j'avais essayé de mettre un maximum de côté, mais finalement, j'avais pas beaucoup d'argent. Et je suis arrivée au point où finalement, j'avais zéro revenu. Parce que j'avais démissionné, je n'avais pas d'allocation chômage, j'avais rien. En thèse, j'étais pas considérée comme un travailleur en France. J'étais considérée comme un étudiant. Donc en fait, je suis arrivée en France pour mon premier emploi, on va dire post-étudiant. Je n'avais aucune allocation chômage, j'avais pas un centime qui tombait chaque mois. Il a fallu que j'en trouve des sous. Donc effectivement, en désespoir de cause, voyant que les postes intéressants sur lesquels je postulais ne me recrutaient pas, j'ai fait le tour de mon quartier et j'ai déposé mon CV partout. Tu avais Donc une famille aussi? Tu avais des enfants?
Oui, alors j'avais pas encore d'enfant. J'avais mon futur conjoint avec qui je vivais, qui m'aidait beaucoup, puisque ben là, il payait le loyer, etc. Mais je voulais pas non plus être à sa charge à 200%. Donc voilà, je cherchais un job, quoi. Et j'ai fait le tour de mon quartier, j'ai fait le tour de toutes les agences d'intérim que j'ai trouvées. Donc voilà, j'ai trouvé un job dans la boulangerie, effectivement. Donc j'allais vendre du pain, quel que soit mon degré de diplôme, j'en parlais pas. Je voulais juste gagner de quoi manger. Et donc c'est là où je gagnais 500 € par mois en vendant du pain. J'ai fait palefrenière, parce que je savais effectivement, curer un box, c'est quelque chose que j'avais appris quand j'avais 14 ans, donc il n'y avait pas de souci par rapport à ça. Gérer les chevaux, ça faisait 20 ans que je m'occupais de chevaux, donc j'avais pas de souci par rapport à ça. J'ai fait du télétravail, parce que j'ai fait le tour des agences d'intérim, j'ai laissé mon CV partout en leur disant, voilà. Mais ça, j'ai commencé à obtenir ces postes à partir du moment où j'ai retiré mon diplôme de doctorat de mon CV. À partir du moment où il n'y avait plus que le bac+5, à partir du moment où j'ai mis 10 ans de ma vie à la poubelle et où je mettais comme activité, ben voilà, je fais vendeuse en boulangerie, j'ai fait palefrenière et puis j'ai un bac+5 en gestion des entreprises, je suis une post-étudiante qui cherche des petits jobs. Tant qu'ils ne regardaient pas l'âge qui était associé, parce que 10 ans de sa vie, ça fait quand même un gros trou, Oui. ça passait, j'avais des postes. Et au fur et à mesure, les postes ont nourri le CV et les gens ne regardaient même plus l'âge en fait. Comment tu te sens vis-à-vis du fait que tu as dû annuler une bonne partie de ton travail, de ta vie? Je me sens Ça te fait quoi? particulièrement bien. Je me sens particulièrement bien. Maintenant, parce que tu es réalisé, parce que tu as réussi à trouver ton chemin. Oui, complètement. J'ai des amis qui sont encore à l'université. J'ai gardé beaucoup d'amis de la fac. Pour la majorité d'entre eux, ils ont été obligés de se reconvertir. Ils sont soit en poste dans des startups où ils travaillent beaucoup, ils ne voient pas leurs enfants, ils sont en région parisienne, alors que moi je vis en province, dans le sud, exactement là où je voulais vivre. J'ai une qualité de vie exceptionnelle, je suis à la campagne, donc voilà, moi, et mes temps de trajet, c'est je descends, je me fais un thé et puis je monte et je suis au boulot, donc tout va bien. J'ai pas 2 heures de transport en commun ou d'embouteillage à me taper tous les jours, aller-retour. Je travaille avec des gens exceptionnels. Parce que les gens que je rencontre par le biais de mon travail, comme on le fait là en télétravail, sont en général des gens qui ont compris beaucoup de choses dans la vie, qui sont des professionnels et avec qui c'est vraiment très enrichissant de travailler. Je ne suis pas assujettie à une hiérarchie qui va prendre des décisions non pas en fonction de mon mérite et de mon travail, mais en fonction de leurs intérêts personnels. Donc ça, franchement, c'est que du bonheur. Et en termes de travail au quotidien, je n'ai de compte à rendre qu'à mon comptable, tant qu'il y a suffisamment de sous qui rentrent pour faire tourner la boîte, aux impôts que je paie avec plaisir, parce que ça veut dire qu'il y a des sous qui rentrent, et à mes clients, à qui je me dédie complètement. Et ça, il n'y a pas de meilleure source de joie que d'être capable d'avoir une personne, de lui tendre la main et de l'aider dans sa vie. Et ça, c'est ce que je fais au quotidien. Donc franchement, je suis hyper confortable par rapport à ça. Je n'ai aucune envie d'avoir les postes que mes amis ont encore, où finalement, ils ne voient pas leurs enfants, ils ne voient pas leur famille, ils n'ont pas de perspective d'avenir, ils n'ont pas de perspective de changement, ils ont au contraire des perspectives qui se dégradent de plus en plus, avec des conditions de travail qui se dégradent de plus en plus parce qu'il y a de moins en moins d'argent à injecter dans l'université. Donc franchement, tandis que moi, mon chiffre d'affaires est en croissance permanente. Tu es en paix avec toi et avec ce qui s'est passé il y a des années. Mais à ce moment-là, quand tu as sorti de ton CV ces 10 ans et tout ce travail, une bonne partie de ta vie, tu t'es senti comment? Je me suis sentie dans une profonde injustice. Pour moi, pendant presque 5 ans, tous les postes que j'ai eus, j'avais cette sensation de profonde injustice. Parce que j'ai fait ce qu'on m'a dit. Mes parents m'avaient dit, travaille bien ma fille, décroche des gros diplômes et tu seras heureux dans ta vie. Et non, j'ai travaillé bien, j'ai décroché des grands diplômes, j'avais pas de salaire. Le premier salaire vrai, réel que j'ai touché en France, il était de 1 284 € net par mois. Et on m'a dit, si vous voulez plus et être statutaire, il faut que vous passiez un autre diplôme. Ça faisait 10 ans que je passais des diplômes. C'était un poste d'attaché de recherche clinique à l'hôpital. C'est-à-dire que ce n'était pas de la recherche clinique, de la recherche fondamentale telle que je la faisais à l'université. C'était la mise au point des médicaments à l'hôpital. Et c'est un poste extrêmement administratif dans lequel, au fur et à mesure des années qui ont passé dans ce poste-là, on a fini par me dire, il faut que tu arrêtes de vouloir faire de la recherche, il faut que tu arrêtes de faire des analyses statistiques pour les médecins, c'est le boulot des médecins, c'est pas ton boulot à toi, toi tu es une simple exécutante, tu es payé à bac+2, il faut que tu arrêtes de vouloir apporter toujours plus à ton poste. Et quand le directeur de la recherche clinique m'a dit textuellement, les yeux dans les yeux, si vous voulez progresser, il faut que vous passiez un doctorat de pharmacie, ben je dis non,
Enfin, je veux dire, ça va quoi. J'ai un doctorat sciences, j'ai un bac+5 en gestion des entreprises, j'ai des postes, j'ai travaillé en tant que chef de projet dans l'industrie pharmaceutique. Voilà, j'avais quand même un CV qui disait, ok, je suis bosseuse, je vais pouvoir faire le job et je vais le faire bien. Et le gars qui me dit, il vous faut encore 6 ans de diplôme supplémentaire. Je lui dis, mais ça va s'arrêter quand? Je suis désolée, moi, ce système-là où il faut mettre une étiquette sur le front des gens avant de leur donner leur chance, je le refuse. Les gens, ils ont un potentiel. Ils ont tous quelque chose à donner, ils ont tous quelque chose à apporter. On les met en situation de réussite ou pas. C'est eux qui choisissent de travailler ou pas. Mais on ne va pas leur coller une étiquette dès le départ en disant non, toi, je t'offre même pas la chance que tu voudrais avoir de bosser beaucoup. Non, non, je te l'offre même pas parce que à vue de nez, tu n'es pas qualifié pour. C'est quoi ces a priori? Donc oui, contre ça, je me suis profondément révoltée. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai arrêté de vraiment m'impliquer dans mon job, de vraiment m'impliquer dans mon travail, que j'ai commencé à m'intéresser à l'écriture, et je ne pensais pas que j'en ferais une entreprise, que j'en ferais une activité rentable et qui est en pleine croissance. Et si, c'est ce qui s'est passé.